Aujourd'hui, je suis avec Valentin Porte, double champion du monde de handball, mais bien sûr pas que. Installez-vous, on va en savoir plus sur qui il est. Valentin, comment ça va? Très bien, merci. Bah écoute, on est très ravis de t'avoir pour notre premier épisode du podcast Les légendes de Montpellier. Et pour commencer, on va faire une petite biographie. Donc, t'es né le 7 septembre 1990 à Versailles, en région parisienne. Et t'as commencé le sport dans les pas de ton papa un peu avec le hockey sur gazon. Est-ce que t'as des souvenirs de la carrière de ton père? Ouais, évidemment, j'en ai quelques-uns, même si j'étais très jeune. J'ai le souvenir de le suivre sur les bords du terrain quand arrivait le samedi ou le dimanche le match où moi j'arrivais tout jeune. Et bon, évidemment, je regardais pas forcément mon père jouer parce que quand on est jeune comme ça, on fait pas forcément gaffe. Mais j'étais sur le côté du terrain avec ma crosse et je jouais avec mes copains au hockey. Donc c'était un petit peu le rendez-vous avec les potes au bord du match, quoi. Donc ça, après je le rejoignais au vestiaire, c'était aussi ces moments-là, je me rappelle, quoi, de retrouver l'équipe, vivre ces premiers moments-là, et ça m'a marqué, quoi, ces premières odeurs de crème chauffante, de camphre, des choses comme ça, et ça m'a marqué, quoi. Donc pas garder forcément trop de contact avec les anciens partenaires de mon père, mais parfois ça m'arrive d'en recroiser un ou deux, et c'est génial parce que ça, on a bien évolué, quand même. Et, oui. Et est-ce que tu as joué au hockey sur gazon depuis? Non, j'ai pas joué en club parce qu'encore une fois, on est resté pendant 5 ans en région parisienne, donc j'ai pas commencé à 3 ou 4 ans, mais j'avais quand même ma petite crosse et je jouais sur le côté comme ça, mais j'ai jamais joué en club au hockey sur gazon. Vous quittez la région parisienne pour le 28, Mm, dans un petit village d'Eure-et-Loire. mm. Et là, tu découvres le handball. Comment ça s'est fait, cette découverte? Ben, en fait, ça s'est fait naturellement quand j'ai intégré mon nouvel établissement, c'était au CP, donc j'avais 6 ans. Tous mes nouveaux amis du moment, parce qu'à cet âge-là, on se fait des amis très vite quand même. Tous mes nouveaux amis de la classe et tout faisaient du handball dans le club du village. Donc ils m'ont gentiment dit, bah oui, tu veux faire du sport, et tout, bah viens avec nous, viens au handball, quoi. Donc franchement, ça s'est fait en 2-2. Je crois que le mercredi, j'étais déjà à l'entraînement à essayer le handball et j'en suis jamais sorti. Ok. Bah écoute, c'est une belle trouvaille, Ouais. ça. À l'école primaire, quand tu découvres le handball comme ça, tu te décrirais comment à l'époque? Bah, à l'époque, j'étais vraiment un jeune un peu surexcité, un peu fou de sport, un peu toujours envie de faire quelque chose, quoi. Ben, ça, j'ai toujours été, même dans mon plus jeune âge, quoi. Mes parents me disaient, j'ai même les vidéos de moi jeune, à toujours vouloir faire quelque chose, à toujours avoir besoin de quelqu'un pour jouer au ballon, des choses comme ça. Donc, ouais, toutes mes années primaires, c'était ça, quoi. La cour de récré, c'était du foot avec les copains. Le mercredi après-midi, c'était foot avec les copains. C'était juste, voilà, jouer, m'amuser, me dépenser comme ça, sortir et jouer avec les potes, quoi. Au début, tu commences ta carrière de handball en tant que gardien. Euh, Comment ça s'est fait que tu as quitté ce poste pour retourner dans le terrain? Hmm, Bah en fait, quand j'arrive, tous mes potes sont déjà joueurs et tout. Moi, j'arrive, je connais pas grand monde, je connais pas le sport et il manquait un gardien, donc ils m'ont mis là un petit peu comme ça. Et franchement, je me suis régalé pendant pas mal d'années. Et après, arrivé à l'âge de 13 ans, 13-14 ans, il y a quelques coachs qui m'ont dit, bah, t'es pas très grand à ce moment-là, t'es gaucher. Gaucher, c'est quand même très recherché sur beaucoup de sports, mais le handball en particulier aussi. Donc en gros, ils me font comprendre que en restant au but, j'avais pas forcément un avenir radieux, quoi. Donc bah, ça n'a pas été facile au début parce que c'est ce que il y a que ça que j'avais connu, quoi. Donc sortir du but et apprendre à jouer au handball à 13 ans, c'est quand même différent qu'à l'âge de 6 ans, quoi. Mais je l'ai fait, puis aujourd'hui, je regrette pas, c'est sûr. Ah ben, ça c'est sûr. Du coup, vous restez dans le 28 jusqu'à tes 18 ans à peu près. Ouais. Et là, tu passes par le sport-études à Ouais. Chartres et en N1 et N2, donc pour les 2 dernières années. Tu sais, j'ai eu une discussion comme ça pas longtemps avec beaucoup de gens un peu qui viennent de petits villages. Et ils m'ont tous dit que quand tu es un peu dans un petit village comme ça et que tu as un petit talent à nourrir, bah, par rapport à la ville, en tout cas, il y a tellement moins de choses à faire que bah, en fait, tu te retrouves automatiquement à le polir. Et est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Ouais, tu peux.
Ouais, je peux être d'accord avec ça. Après, on est tous un peu différents là-dessus. Moi, ce qui a fait un peu ma force, c'est que, encore une fois, un petit village, moi, il y a 2700 habitants, donc il n'y avait aucune tentation, il n'y avait rien à côté, puis j'avais pas forcément l'esprit d'être tenté par autre chose, mais je veux dire, il y avait aucune... Quand je discute avec d'autres coéquipiers qui ont grandi à Montpellier, à Toulouse, des grandes villes comme ça, bah, très tôt, ils avaient les tentations. À 15 ans, 16 ans, les sorties avec les potes, en ville, des choses comme ça, le scooter, le truc. Moi, j'ai jamais connu ça, donc moi, en fait, j'étais juste obnubilé par le sport, l'entraînement avec les potes, les matchs le week-end, trucs comme ça. Donc le fait de me concentrer que là-dessus, ouais, le fait d'être focus à fond sur le hand, ça m'a permis de peut-être d'emmagasiner un peu plus d'expérience et de temps de jeu, choses comme ça. Ça m'a peut-être aidé, peut-être, ouais, mais oui, je peux comprendre que les jeunes qui viennent de petits villages ont un peu que ça à faire, quoi. Donc ils peuvent comment dire, focus exactement sur la pratique et pas sur autre chose, quoi. Bien sûr. Euh, c'est à partir de quel moment en fait que tu commences à dire que ah peut-être il y a une carrière professionnelle à avoir. En vrai, c'est vraiment sur le tard, quoi, hein, parce que moi, quand oui, je sors des buts, j'apprends à jouer au hand et au final, je me régale toujours autant parce que je joue au handball. Je joue au handball et j'adore ça, quoi. Je fais du sport avec mes potes. Et là, j'entends parler du sport-études, en fait. Et sport-études, je connais pas forcément à ce moment-là, encore une fois, à la campagne. Et les mecs, ils me disent, après, le sport-études, c'est tu fais du sport tous les jours, quoi. Je dis, waouh. Et là, je suis en train de me dire, attends, du handball, le truc que j'adore tous les jours, c'est le rêve, quoi. Et du coup, je me renseigne et je tente ma chance au concours d'entrée, quoi, où là, ils réunissent des jeunes de toute la région. Et c'est sur toute une journée avec des batteries de tests, de matchs, des choses comme ça. Et après, ils font leur sélection. Donc, honnêtement, j'étais loin d'avoir un grand niveau, encore une fois, hein. Moi, j'avais commencé le handball à 13 ans, quoi. Et là j'avais 15 ans, donc ça faisait 2 ans que je faisais du handball. Donc j'étais loin d'être le meilleur, j'étais même pas bon. Mais étant gaucher, en fait, je crois qu'ils ont pris tous les gauchers de la promo. Donc ils se sont dit, au moins, on a tous les gauchers, je pense. Et il y a bien un qui fera l'affaire. Mais pour avoir discuté avec mon coach de l'époque, ils n'avaient pas misé une pièce sur moi, quoi. Et, et c'est à partir de ce moment-là, quand je rentre au sport-études, que j'en fais tous les jours, je progresse énormément, très vite. C'est normal, hein, en travaillant tous les jours, on progresse. Et c'est à ce moment-là que je commence à me dire, ça peut devenir mon métier, quoi. Après le sport-études, 3 ans de sport-études, derrière, souvent, tu as des offres de club pro, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est que à partir de ce moment-là où voilà, je suis pas arrivé à 6 ans en disant, ouais, plus tard, je serai professionnel, quoi. Non, moi, c'est arrivé vraiment sur le tard, et c'est à partir du sport-études que je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Et, c'était, et puis, ouais, c'était top, quoi. J'ai bien bossé, et c'est arrivé très vite, quoi. D'accord. Et du coup en 2008 t'as l'appel de Alain Reynal pour Toulouse, le centre de formation. À l'époque moi pour te dire j'ai 2 ans. Ah ouais. Donc voilà et moi j'aimerais vraiment savoir en fait quand t'es là dans ton petit bled dans le 28 et que t'apprends ça, c'était quoi ta réaction, comment tu l'as découvert? Franchement, je l'ai découvert parce qu'au bout de 2 ans, 3 ans, nous on fait notre formation, mais ça se passe. C'est surtout en fait les coachs qui parlent entre eux de sport-études, les coachs de sport-études qui parlent entre eux, qui ont un rapport aussi avec les clubs pro, enfin avec les centres de formation, donc l'échelon au-dessus. À l'époque c'était donc à l'Arénal par exemple à Toulouse, et du coup moi j'ai mon coach qui me dit voilà, il y a Toulouse qui est intéressé, qui voudrait te voir, il y a Créteil, il y a Ivry, il y a Célestat, voilà, il y a plusieurs clubs pro qui s'intéressent à toi et qui aimeraient bien te voir, te rencontrer, des choses comme ça. Donc je me rappelle qu'un mois de février, pendant les vacances scolaires, avec mes parents, on avait pris une semaine et on avait pris la voiture, on avait fait tous les centres de formation intéressés, quoi. Donc on avait commencé, on était parti à Célestat, donc à côté de Strasbourg, passé 2 jours, donc où les mecs te présentent les infrastructures, le fonctionnement, tu fais un entraînement avec les mecs là-bas, tu prends un peu la température de tout ça. On avait fait Ivry et Créteil en région parisienne et on avait fini à Toulouse, quoi.
Et pareil, avec un entraînement, j'avais fait un entraînement avec le centre de formation, un entraînement avec les pros à Toulouse. Et puis après, en fait, c'est un peu à toi de faire ton choix, quoi. Le choix du roi, quoi. C'est toi qui décides où tu veux aller, parce que là, par exemple, c'était les quatre centres de formation qui me voulaient, quoi. Qui, limite, avaient envoyé le papier en me disant, tu signes chez nous ou pas, quoi. Et j'avais beaucoup réfléchi, et ça se jouait entre Célestat et Toulouse. Parce que les deux, en fait, j'avais une pensée peut-être déjà un peu mature à ce moment-là, en disant, c'est deux clubs professionnels mal classés, qui n'ont pas un énorme budget, et donc je pars du principe qu'ils vont avoir plus tendance à faire confiance aux jeunes, quoi. Et donc je me dis que si je vais là-bas en centre de formation, j'aurai peut-être un peu plus d'opportunité de jouer vite en pro, quoi. Parce que si je montre ce dont je suis capable, eux, économiquement, ils seraient plus intéressés de faire jouer des pros, des jeunes du centre. Et au final, j'ai choisi Toulouse parce que j'avais de la famille pas loin aussi, donc je me dis, bon, quitte à partir, c'est toujours bien d'avoir un peu de famille pas loin si jamais il y a un souci, et tout comme ça, quoi. Et un peu pour le temps aussi, quand même, la météo, entre Strasbourg et Toulouse. Et au final, j'ai choisi Toulouse en 2008, j'ai rejoint Toulouse en 2008 au centre de formation. Et donc, c'est la première fois que tu habites dans le sud, quand tu arrives là-bas. C'était comment un peu ton arrivée à Toulouse? Franchement, honnêtement, pour moi, c'est un truc de fou parce que comme je disais juste avant, c'est que moi, je sortais de la campagne, quoi, où il y avait rien, pas de tentation, rien. Enfin, je connaissais pas la vraie vie, quoi. Et là, j'arrive à Toulouse au centre de formation, donc tu trouves un appart en coloc avec un pote. Tu rencontres des mecs un peu plus âgés au centre de formation et tout, des gars qui ont déjà 19-20 ans. Et les gars, voilà, ils font des trucs que moi j'ai jamais connus, quoi. Aller boire un verre en ville, sortir. J'ai jamais connu ça, moi. Donc franchement, c'est tout nouveau et ça me plaît pas forcément, hein, parce que voilà, je suis pas quelqu'un de très, très fêtard et tout, vu que je l'ai jamais vécu, jamais connu. Mais ouais, c'est tout nouveau pour moi, quoi. Les rythmes d'entraînement, enfin, la difficulté, parce que là, on passe quand même à un step supérieur avec des mecs. Parfois, tu t'entraînes avec les pros, parfois, tu t'entraînes avec le centre. Enfin, c'est un niveau au-dessus, quoi. Donc, tout change et c'est complètement différent. C'est assez compliqué, quand même, à gérer au début, hein, pour un jeune joueur de 18 ans qui arrive de la campagne. D'accord. Moi, j'ai jamais connu autre chose que le soleil, en fait. Ah ouais, Donc, ouais, c'est ça aussi. Tu déménages dans le sud, qui est une mentalité quand même différente. Alors, tous les suds sont différents, mais Toulouse reste le sud et c'est une mentalité différente encore une fois, mon petit village de Toury, qui est Eure-et-Loir, la Beauce, très, très penché sur l'agriculture, un peu paysanne, un peu choses comme ça, et c'est un état d'esprit complètement différent. Alors j'ai des souvenirs magnifiques, hein, et je regrette jamais, mais c'est complètement différent, quoi. Donc c'est clair, quand tu arrives dans le sud, tu découvres une vie complètement différente, quoi. ok. Et du coup, aujourd'hui, 16 ans après être passé à Toulouse, c'est toujours dans le sud. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que j'ai fait 8 ans à Toulouse, j'ai été adopté par Toulouse, aujourd'hui encore, et limite on m'appelle encore le Toulousain, limite. Mais ouais, quand je décide de partir de Toulouse, c'est pour aller à Montpellier, quoi. Donc on reste dans le sud, et c'est vrai que maintenant j'aurais du mal à voir autre chose que le sud, quoi. Parce que ouais, faut avouer qu'on est bien quand même. C'est le meilleur, quoi. Ouais, on est vraiment bien, quoi. Du coup, au bout de 1 an centre de formation, tu passes en pro à Toulouse, Ouais. au Phoenix Toulouse. Et c'est ta première expérience au pro. Est-ce que quand tu es en club professionnel et que tu es un athlète du coup professionnel, est-ce que les coachs changent pour toi quand on parle de choses simples dans la vie comme la discipline, comme comment tu vas voir ta famille, etc. Ouais, alors ça, on est encore une fois un peu tous différents là-dessus. Ça dépend des priorités. Il y en a, mais dès le sport-études, hein, je l'ai vu avec des mecs très doués qui rentraient au sport-études et qui là se reposaient un peu sur leur laurier, choses comme ça, qui laissaient un peu couler en disant je suis là, je suis bon et tout. Sauf que moi, j'ai jamais eu trop cet état d'esprit. J'ai toujours été moins bon que les autres, donc j'ai dû batailler fort de suite pour progresser et être meilleur. Donc moi, je me suis concentré à fond là-dessus. Toulouse, c'est un peu pareil, quoi. C'est que première année de centre de formation, t'arrives, tu connais rien au monde professionnel, donc il faut que tu te forges aussi un caractère, il faut que tu te forges un état d'esprit, une rigueur. Et ça, c'est une chose qui est franchement assez innée
inné pour moi, quoi. J'ai toujours été très rigoureux, très à cheval sur la discipline, les règles, donc ça n'a pas été très compliqué à gérer. Donc ça c'est bien. Après, voilà, tu parlais de la famille, ça c'était peut-être le plus compliqué, parce qu'à partir de, même du sport-études, à partir de ça, c'est... Bah, une fois que tu te lances dans ce... Et j'en discute avec des jeunes qui veulent être pro, pas forcément que dans le handball, mais qui ont pour projet d'être dans le top joueur de leur sport, des choses comme ça. Mais je dis, mais vous savez les gars, maintenant, si vous voulez vous lancer là-dedans, bah, la famille, faut pas l'oublier, mais c'est quelque chose qui va être un peu plus compliqué. Moi, depuis l'âge de 16-17 ans, je fais plus de réunions de famille, limite, j'ai jamais le temps, de cousinade, des trucs comme ça, d'anniversaire. J'ai même raté le mariage de ma sœur, parce que j'étais aux Jeux Olympiques, donc voilà, c'est des sacrifices énormes, mais il y en a qui ont du mal avec ça, quoi. Alors moi, je dis pas que j'avais pas de mal, mais j'étais capable d'accepter ces sacrifices pour mon objectif. Quand tu es dans ce cadre professionnel et que tu évolues avec des gens au vestiaire, est-ce que tu, tu crées des liens un peu plus forts en termes d'amitié parce que vous combattez ensemble en quelque Ouais, sorte. ouais, logiquement, ouais, c'est un peu normal pour un sport collectif, quoi. C'est un peu le sport collectif, c'est être bon, c'est bien, mais créer une équipe, c'est ça le plus important, quoi. Parce que si on est tous bons individuellement, mais que l'équipe ne fonctionne pas et qu'on n'est pas connecté, bah souvent ça va pas marcher. Et ça, on a l'exemple dans beaucoup de sports encore aujourd'hui, hein. Et du coup, ça a été bien parce que Toulouse, c'était quand même bien. Et Toulouse, c'était après le sport pro, c'est compliqué parce qu'on peut tisser des liens pendant un moment, pendant un an ou deux. Mais le sport pro, pendant un an ou deux, t'es là et puis tu peux quitter le club, tu peux signer ailleurs et tout. Donc s'attacher, c'est pas forcément facile. Moi, j'étais comme ça, quoi. Je peux être très pote ou avoir des super relations avec des mecs, mais quand ils partent, bah mine de rien, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc je prends pas forcément de nouvelles, de choses comme ça. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais c'est comme ça. Par contre, si je les revois, quand on se revoit, bah c'est comme si on s'était jamais quitté. Mais à Toulouse, j'ai créé vraiment quand même une affinité qui encore aujourd'hui est très forte, quoi. Où j'ai deux trois mecs, c'est des super amis, je les compte comme mes très bons amis. Et on peut s'appeler toutes les semaines, on se voit au Nouvel An depuis 10 ans maintenant. Enfin voilà, on partage un peu plus qu'avec d'autres, quoi. C'est vraiment mes premières relations fortes que j'ai eues, quoi. D'accord. Et il y a aussi un truc que je trouve très intéressant, c'est que quand tu es sportif, tu as comme devoir en fait d'entretenir ton corps pour être le plus en forme pour le match. Et est-ce que ça, pour toi, ça demandait beaucoup de sacrifices ou t'as vécu dans ça un peu? Alors, ça vient, je pense que ça vient vraiment avec l'expérience, avec l'âge qui avance. Au début, honnêtement, pas des gros souvenirs, mais j'ai pas souvenir de faire des efforts bien particuliers pour me sentir mieux, bien, ou être encore mieux et tout. Parce que quand on est jeune, quand on a 22-23 ans, tout va bien, quoi. On récupère très vite, on est en pleine forme. Mais avec l'âge, depuis maintenant quelques années, je me rends compte que bah, j'ai besoin de plus, quoi. J'ai besoin d'un peu plus pour me sentir bien. J'ai besoin de soins, un peu plus de soins, des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai une rigueur là-dessus. Tu vois, je vais voir un ostéo toutes les 2 semaines, des énergéticiens, des choses comme ça. Parfois un nutritionniste pour remettre les choses en place. En fait, voilà, pour me sentir très bien, quoi. Alors, je vais peut-être pas être parfait parce que j'ai besoin aussi de m'amuser, quoi. Je vais pas faire un truc drastique qui va me frustrer, mais je vais faire des trucs qui me permettent de me sentir le mieux possible et être le plus performant possible. Et aujourd'hui j'ai 34 ans, je suis très peu blessé, voire jamais blessé. Il n'y a pas de secret, c'est parce que je suis aussi, voilà, je suis pas un fêtard, donc moi, quand on finit un match, je rentre chez moi, je me repose, je vais voir l'ostéo, l'énergéticien, je mange bien, je sais me faire plaisir, mais je fais attention, enfin, voilà, ça vient avec l'expérience, quoi, donc c'est dur de demander à un gamin de 21-22 ans de faire ses efforts, mais c'est mon rôle. Par exemple, mon rôle, c'est ça, c'est d'expliquer
attention, si tu veux durer, si tu veux minimiser ton risque de blessure, il faut que tu prennes soin de toi et de ton corps. Parce qu'aujourd'hui, tu es professionnel, tu es payé pour faire ça, et ton boulot, c'est de soigner ton corps pour être le plus performant possible. Donc, après, voilà, mon rôle, c'est de le faire. Après, leur rôle, je suis pas là pour que s'ils veulent pas m'écouter ou pas le truc, c'est pas un problème. Moi, je suis pas là pour être derrière eux. Je veux juste les aiguiller pour qu'ils aillent plus loin. Moi, après, ce qui m'importe aussi, c'est que moi, je me sente bien et que je sois bien. Et chacun son truc. Moi, c'est ma carrière qui compte quand même, quoi. Et par rapport à la nutrition, ça va? Vous mangez bien? Ouais, match B café? Ouais, on mange très bien. Ouais, moi, je vais café. Non, mais c'est ça. C'est la nutrition, c'est hyper important pour la récup, pour les choses comme ça. Donc, il faut trouver le juste milieu entre se faire plaisir, parce que si on se fait pas plaisir et qu'on est un peu frustré sur tout ce qui est nourriture, des choses comme ça, bah, on n'est pas très bien non plus. Donc c'est se faire plaisir et à la fois faire attention, parce qu'il faut être bien, quoi. On peut pas se faire plaisir tout le temps parce que derrière on n'avance pas. Donc trouver le juste milieu, mais voilà, le MHB Café, c'est top de venir ici. On a la chance d'avoir un petit resto comme ça, donc on partage ça. Et ici, tu croises les membres du bureau, tu croises des potes, tu croises même des supporters, ils sont contents de partager avec toi. C'est un tout, hein, ça fait partie du truc, mais c'est top. D'accord, encore remercie de nous accueillir. Bah ouais, bah c'est cool, hein, c'est cool, il y a pire comme endroit. Bien sûr. Quand tu es en pro, du coup, tu as parlé de supporters. Souvent, bah, tu vas un peu représenter un exemple peut-être pour eux. Est-ce que les membres autour de toi, ils le vivent bien? Par exemple, quand tu vas marcher dans la rue, quelqu'un va te demander une photo ou quelque chose comme ça. Ouais, ça arrive, ça arrive. Alors, il faut remettre dans le contexte, hein, ça arrive pas, je suis pas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Je veux dire, je peux sortir de chez moi et tout va bien, faire mes courses. Mais c'est vrai que même à ce niveau-là, c'est pas rare que je vais faire mes courses. J'ai des gens qui s'arrêtent pour me demander une photo, un truc comme ça, qui me reconnaissent, parce que Montpellier est une ville, mais ça reste quand même une petite ville de sport, et dans le sport, les mecs sont assez connaisseurs et reconnaissent. Mais non, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. C'est même cool, c'est même sympa. D'accord. Oui, c'est vrai que Montpellier, on a la chance d'avoir une ville assez communautaire. Ouais. Et bah, c'est pour ça aussi qu'on a eu l'idée de créer tout ça. C'est que bah, on se dit qu'on passe tous par Montpellier, mais est-ce qu'on lui apporte quelque chose? Mais Montpellier, c'est une des villes. Moi, je viens de Toulouse aussi, où Toulouse, c'est quand même une ville de sport aussi. J'ai connu ça, et j'arrive à Montpellier, c'est un peu la même chose, quoi. Il y a énormément d'équipes professionnelles de très bon niveau. Alors, il y a des années, ça se passe mieux que d'autres, hein. Aujourd'hui, je suis plus content d'être handballeur à Montpellier que footballeur, par exemple. Mais ça, c'est les aléas du sport, hein. On a des années plus sympas que d'autres à vivre, mais c'est les aléas du sport. Mais c'est génial de vivre dans une ville quand je me mets à la place de supporters ou des choses comme ça. Ben, je serais heureux d'être fan de sport et de vivre à Montpellier, parce que on peut aller le vendredi soir au hand, le samedi au foot, et le dimanche voir le match de rugby. Et à chaque fois, on se régale parce que c'est du haut niveau, quoi. D'accord. Et tu suis d'autres clubs de Montpellier? Ouais, bien sûr. Bah, on a la chance de. Moi, je suis un peu tous les sports. J'aime tous les sports, donc c'est pas rare que je check au moins les résultats, des choses comme ça, que je suive un peu de loin, mais aussi de plus près. C'est vrai que ça commence à faire. Ça fait 8 ans que je suis à Montpellier maintenant, donc tu utilises des liens avec d'autres sports, d'autres joueurs que tu croises ici et là. Et puis moi, je suis fan de tous les sports, donc je pratique du golf, je pratique du padel, donc tu croises aussi d'autres personnes à ce moment-là. Et moi, je suis pote avec quelques rugbyman, footballeurs, et c'est pas rare que. Alors, j'y vais pas tous les week-ends parce que je peux pas, mais c'est pas rare que j'aille au stade voir le rugby, ou là, je suis allé au foot il y a pas longtemps, des trucs comme ça, quoi. C'est cool aussi de se mettre de l'autre côté de la barrière et de vivre en tant que spectateur le sport d'un autre, quoi. En parlant de rugby, on a la chance d'accueillir Fusance Ah. et Dragao dès qu'il reprend sa blessure. On espère que ça va se passer bien. On a un petit podcast de prévu. Ah bah Fufu, par exemple, c'est un mec que j'apprécie beaucoup, que je connais. Je vais pas dire que je le connais bien, je le connais pas plus que ça, mais je l'ai croisé souvent. On a pas mal échangé sur le chose, et c'est une personne un sportif, et une personne que j'apprécie, son état d'esprit, le fait qu'il ait été toute sa carrière à Montpellier, qu'il soit attaché au club, qu'il soit fidèle comme ça, et un joueur emblématique comme ça. C'est une super personne, et j'aime bien. C'est toujours un plaisir de le croiser comme ça sur des événements et de pouvoir partager avec lui. Quand on le salue d'ailleurs. Ouais, on lui passera le bonjour. Et rétablis-toi bien. Bien sûr. Il est vieux, hein, il est vieux.
pour entretenir la bête. Ah ouais, grosse bête. Il y a un truc aussi que je trouve très intéressant dans le sport, c'est que contrairement à n'importe quelle autre carrière, il y a l'âge qui joue parce que une carrière dans le sport, elle va pas forcément durer jusqu'à 50 ans comme une carrière dans autre chose. Mm. Est-ce que tu trouves que, vu que ça dure moins longtemps, en fait, c'est une carrière qui est plus intense que une carrière au bureau, quoi? Ah ouais, bien sûr, c'est évidemment plus intense parce que le sport est intense. Et quand on vient s'entraîner tous les jours, déjà on est des privilégiés parce que je connais pas beaucoup, très peu, voire pas de sportifs qui sont sportifs pro et qui l'ont pas voulu, quoi. Donc c'est à qui ce n'est pas pour qui ce n'est pas une passion. Donc là, franchement, de ce que je connais, c'est un privilège de pouvoir vivre de sa passion déjà, et puis de se lever le matin, d'aller s'entraîner à 9h, 9h30, de mettre les baskets et d'être sur le terrain et de jouer au handball. Franchement, c'est génial, quoi. C'est sûr que c'est moins dur, à pas se plaindre par rapport à quelqu'un qui va se lever à 6h30, prendre la voiture, faire 1 heure de bouchon et se mettre derrière un bureau pendant 10 heures. Donc ça, j'en ai conscience et je pense que beaucoup en ont conscience. Donc ça, c'est sûr. Après, c'est intense parce que ouais, c'est du sport, il y a du rythme, il y a des voyages, c'est violent, mais c'est éphémère aussi, quoi. Hein. Une carrière de sportif, ça se termine en moyenne à 35 ans dans ces eaux-là. Donc après, quand on est footballeur, on peut voir venir, mais quand on est handballeur, on sait que derrière, il va falloir changer de casquette et peut-être se mettre au boulot, mais différemment. Bien sûr. Et j'imagine que quand, pour toi, par exemple, ça dure jusqu'à 34 ans, surtout, c'est sûr que tu kiffes ça, quoi. Bah, surtout que là, ouais, moi j'ai conscience, il faut aussi. Moi j'ai conscience que ma carrière elle est plus derrière moi que devant moi, même si je suis sûr qu'il me reste encore quelques belles années, mais je suis plus sur la fin, quoi. Donc ça aide aussi au fait de dire, de profiter encore plus à fond, quoi. Profiter à fond et de penser peut-être un peu plus à soi aussi, de dire, je sais pas, de vouloir prendre encore plus de plaisir, quoi, parce qu'il nous reste peu d'années à vivre là-dedans et juste kiffer, quoi. Moi, je te vois bien quand même remporter une petite Coupe de France, un petit championnat avant. Honnêtement, c'est bien que tu dis ça, mais moi j'ai eu la chance de vivre énormément de belles épopées, de gagner beaucoup de titres en équipe de France. J'ai gagné la Ligue des Champions avec Montpellier, qui est un titre exceptionnel. Par contre, au niveau national, je n'ai rien gagné, quoi. Alors, je sors de Toulouse. Toulouse, on n'était pas la meilleure équipe, même si on a joué des finales, on les a perdues. Et à Montpellier, pareil, quoi. On a joué quelques finales de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, et on les a toutes perdues, quoi. Donc, je dois avoir un ratio de finales perdues qui doit être assez impressionnant. Mais au niveau national, j'ai rien gagné. Donc, c'est un objectif. C'est un de mes objectifs, quoi. C'est finir ma carrière en ayant tout gagné, quoi. Et j'aimerais bien gagner des titres en club un petit peu, parce que on en parlait il y a pas longtemps. Les titres en équipe de France, c'est génial, c'est magnifique. Mais l'équipe de France, on va se rejoindre début janvier, et fin janvier, c'est fini, quoi. Donc c'est en 15 jours, c'est hyper intense, c'est hyper intense, mais en 15 jours, voilà, la joie est immense et tout. Mais moi, j'ai gagné que la Ligue des Champions en club. Mais en fait, le plaisir, il est décuplé parce que c'est un travail qui est commencé peut-être mi-juillet avec une équipe où on construit quelque chose et on progresse ensemble et on vit des hauts et des bas et on avance comme ça et à la fin on se récompense par un titre et en plus le plus beau des titres. Donc cette joie, elle était immense. Donc gagner un titre en club, je pense que c'est encore plus beau niveau émotion. Et je peux pas trop le dire parce que j'en ai pas gagné des masses. Donc, mais j'aimerais bien. Quand même, la Ligue des Champions. Moi, je t'ai connu en 2018, en fait. Et là, t'avais quel âge, là, du coup J'avais 12 ans. Ah ouais, là, c'est mieux. Je t'ai connu pendant ça. C'était la première expérience à regarder le handball. Je l'avais vécu en le jouant un peu plus petit, parce que ma mère est ancienne joueuse. Ok. Donc, quand elle donnait des cours, j'allais m'infiltrer, jouer un peu avec les plus grands. Mais du coup, ça nous ramène à ton passage à Montpellier. Du coup, tu as passé 8 ans à Toulouse et tu passes à la meilleure équipe du monde. Ouais. Mais juste avant, pendant que tu étais à Toulouse, c'est la première fois qu'on t'appelle en équipe de France. Ouais. Comment t'as vécu ça la première fois qu'on t'appelle? Il y a eu des différentes émotions. Hein.
À la fois, quand on m'appelle pour la première fois, évidemment, c'est de la joie immense, mais après, quand on arrive, parce que moi j'arrive, ma première sélection c'est en 2013, mais mon premier stage c'est décembre 2012, donc à ce moment-là j'ai 22 ans. Et j'arrive dans l'équipe des monstres, quoi, l'équipe qui a tout gagné. Donc, quand t'es gamin, que tu joues à Toulouse, qui est peut-être, qui est sûr, qui est pas la meilleure équipe, alors que les mecs jouent tous à Kiel, à Barcelone, dans les meilleurs clubs du monde. Ça t'arrive, t'es à Toulouse, t'es là-dedans, le coach est toulousain. Donc au début, t'as quelques petites remarques qui arrivent, pas forcément, pas des joueurs, même si les joueurs, peut-être certains le pensaient, mais j'ai jamais eu des joueurs qui m'ont dit quelque chose. Mais du grand public, quoi, qui dit mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, enfin, c'est le protégé du coach parce qu'il est toulousain, comme ça, il a rien à faire là. Enfin, il y a ça, ce qui est un peu logique aussi, parce que tu viens d'arriver et que tu arrives dans une équipe de monstres, et surtout que dès la première compétition, je suis sélectionné à la place de Guillaume Joly, qui est quand même, qui fait partie de l'épopée de de toutes les épopées des experts et tous ces champions, quoi. Donc c'est un choix fort, et derrière il faut pas que je me trouve, quoi. Donc après c'est logique, mais c'était à moi de prouver que j'étais capable de le faire, et franchement assez vite je montre que j'ai les capacités de jouer, et je pense que je mets tout le monde d'accord en disant c'est pas que parce que je suis toulousain et que le coach me pistonne, hein, c'est que j'ai vraiment des qualités pour faire partie de cette équipe. Donc au début ça a été un peu dur, hein, ça a été un peu dur pendant quelques années, hein, de se sentir vraiment à l'aise et tout, et puis d'année en année après ça va de mieux en mieux, je prends de l'expérience, et puis après ça se fait tout seul. Et comment il était Onesta? Ah, Onesta, c'était quelque chose, Onesta, hein, c'était pas un entraîneur. En plus, il le disait, il s'en cachait pas, il en avait absolument rien à faire. D'entraîner, c'était pas son truc. J'ai des souvenirs de lui, même aux entraînements, il était assis avec un journal. Mais du coup, je me faisais l'image, il y avait des petits trous dans le journal, tu vois, comme ça, limite. Et il regardait quand même l'entraînement. Et par contre, c'était un excellent orateur et un excellent meneur d'hommes, manager. Et, et en fait, il disait rien, il disait trop rien, il laissait quand même beaucoup de responsabilités aux joueurs. Donc c'était top, parce qu'en plus, bah, il était pas bête, il avait à l'époque la crème de la crème, quoi. Donc il dit, moi, à la limite, j'ai rien à vous apprendre, je vous laisse gérer, mais je vais chapeauter. Et parfois il nous réunissait, et il faisait j'appelais ça les réunions sniper, moi. Parce qu'il te réunissait, et puis là, il prenait 2-3 mecs comme ça, il les remettait à leur place. Ouh là là, ça, il fallait absolument pas être dans l'œil du viseur, parce que ça piquait fort, hein. Il avait pas peur de dire les choses, et c'était parfois violent. Ah bah, c'est les échos qu'on a eu Ah en ouais. tout cas. Mais du coup, aujourd'hui, tu es le capitaine du MHB. Tu l'as aussi été en équipe de France. Euh, Tu décrirais comment ce rôle? Ah, c'est un rôle c'est spécial, enfin c'est spécial, c'est assez étonnant, parce que je pense que si tu poses la question à 10 capitaines différents, on n'aura peut-être pas tous la même réponse. Il faut aussi mettre dans le contexte du club, de l'équipe que tu as, de ce qui est attendu, de ta personnalité aussi. Je pars du principe que si moi on m'a proposé ce poste, c'est qu'on voyait en moi les qualités requises pour Montpellier, pour être capitaine de Montpellier, et que en plus c'est quand c'est un Patrice Canaillé qui te demande d'être capitaine du club, bah, c'est pas rien, quoi. Et aujourd'hui, moi, ma vision de capitaine, c'est déjà être un exemple, un exemple au quotidien, que ça soit sur le terrain et en dehors du terrain. Montrer l'exemple que ce soit à tout le monde, au grand public, mais aussi à ses partenaires, que ce soit à l'entraînement, au match. Et après, c'est comme je disais, c'est en fonction aussi de l'équipe qu'on a. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai quand même une grosse expérience du handball de haut niveau. Et je joue dans une équipe avec des joueurs talentueux, mais qui sont jeunes et qui n'ont pas forcément cette expérience. Donc moi, mon rôle aussi, c'est de partager mon expérience, et d'aiguiller ces plus jeunes pour leur expliquer un petit peu ce que c'est vraiment le très haut niveau, et ce qu'il faut faire pour en arriver là. Donc voilà, c'est un mélange de ça. C'est aussi parfois prendre la parole,
mais aussi savoir se mettre en retrait pour laisser aussi d'autres joueurs prendre la parole. C'est pas une monarchie, hein. C'est pas le capitaine, il arrive, il dit que le capitaine il va toujours parler à ce moment-là et tout. Non, moi je choisis mes moments. Il y a des moments où il y a besoin que je dise un mot pour que tout le monde soit ok. Il y a des moments où il faut que je me mette plus en retrait pour laisser aussi les autres s'exprimer. Enfin, voilà, mais c'est un poste qui est compliqué, dans lequel j'apprends tous les jours, hein, parce que c'est différent, hein. J'ai évolué en tant que capitaine, parce qu'au début je suis quelqu'un de très exigeant envers moi, mais du coup aussi très exigeant envers les autres. Mais il faut aussi comprendre que tous les joueurs n'ont pas forcément la même façon de voir les choses que soi, donc je peux pas avoir 16 Valentin Porte dans l'équipe, quoi. Ça serait trop simple. Donc il faut aussi composer avec des mecs qui ont une autre culture, un autre âge et une autre façon de voir les choses. Et ça, j'y arrive de mieux en mieux, évidemment. Donc ouais, c'est différent, quoi. C'est différent et j'évolue d'année en année dans ce rôle. Bien sûr, c'est pas un rôle facile à tenir. En mars 2022, tu refuses de venir en équipe de France pour problèmes mentaux. Et aussi en octobre 2022, tu lâches le brassard de capitaine. Je te félicite déjà pour d'en parler médiatiquement, etc. Parce que ben, c'est beaucoup d'athlètes qui en fait créent un tabou autour de ça. Est-ce que toi, au moment où tu décides d'en parler, c'est directement tu te dis ça va pas, j'en parle, ou c'est tu y réfléchis un peu? Non, non, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis parce que à ce moment-là, c'est nouveau pour moi aussi, quoi. C'est nouveau pour moi aussi, moi qui ai toujours été un peu en mode machine, robot à faire les choses bien. Là, c'est des choses nouveaux, des nouvelles choses qu'il faut que j'appréhende aussi individuellement, que je reconstruise, que je découvre, et des sensations différentes, hein, des émotions différentes qui approchent. Et il faut que je gère ça. Et après, une fois que je l'ai géré, bah, c'est vrai qu'on m'a proposé d'en parler ou de communiquer là-dessus. J'ai réfléchi aussi un moment, parce que j'ai dit, bon, est-ce que vraiment j'ai envie de le faire? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et au final, au moment où je le fais, bah, c'est parce que je me dis que ça va me faire ça peut me faire du bien, en tout cas ça va pas me faire de mal. Mais surtout, à ce moment-là, je me dis, bah, ça va peut-être aider, pas que les sportifs, parce que c'est un problème qui peut arriver aux sportifs, parce qu'on est dans le milieu du sport, donc les sportifs vont peut-être y penser, mais aussi monsieur tout le monde, parce que les problèmes qu'on vit, bah, ce sont des problèmes que tout le monde peut vivre, c'est pas que lié au sport. Donc à ce moment-là, quand j'en parle, c'est pas pour me faire mousser en disant ah, c'est bien, c'est beau d'en parler et tout. Non, non, c'est vraiment pour filer un coup de main. Alors, même si j'aide une seule personne à ce moment-là, bah, je suis déjà content parce que j'ai aidé une personne. Mais ouais, ça me paraissait important d'en parler. Je trouve ça quand même très courageux parce que quand tu regardes en fait l'histoire du sport, on a plusieurs cas où des gens l'ont fait et l'ont regretté. Par exemple, je sais pas si tu connais Dennis Rodman dans le basket, où on l'a vraiment pris pour un clown quand il disait qu'il était en dépression, etc. Ouais, bah, oui, mais parce que là, on parle d'une autre époque encore, quoi. Aujourd'hui, les temps ont évolué, la mentalité évolue aussi. Alors, on est encore on n'est pas encore sur l'acceptation de tout le monde. Le problème, c'est la vision qu'ont les gens de nous sportifs. Pour les gens, on a de la chance, oui, mais ça, ils ont raison. Mais il faut pas croire que la vie est rose quand on est sportif de haut niveau, hein. C'est même loin d'être tout beau, tout rose, hein. Et comme on en parlait avant, il y a énormément de sacrifices sportifs de haut niveau. Et on reste clairement des êtres humains, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas des robots. Enfin, certains arrivent à fonctionner comme des robots, mais souvent, quand on fonctionne comme ça, on le paye plus tard. Et moi, ça allait clairement être mon cas, je pense, de le payer plus tard si j'avais pas pris conscience qu'il y avait un problème pendant ma carrière. Donc, il faut aussi que les gens se rendent compte que nous sommes des êtres humains et que on peut avoir les mêmes problèmes qu'eux. C'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau que rien ne nous touche, quoi. Et que parfois une parole sur des réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, bah, ça peut toucher la personne encore plus, quoi. Donc il faut pas croire qu'on est hermétique à tout ça, quoi. Donc attention et respecter un sportif qui parfois échoue, qui parfois a un problème et tout, parce qu'il faut juste se dire, remettre dans le contexte avant de juger, peut-être que
peut-être que ce sportif là avant la course, il y a eu un événement qui a fait qu'il n'était pas au top, peut-être que tout simplement il y avait plus fort, peut-être que si, peut-être que ça. Il faut pas commencer à penser que voilà, on a fini quatrième de la compétition, ou on s'est raté, on a perdu en poule, c'est parce qu'on est nul et qu'on n'est pas motivé et machin. C'est aussi, il y a des choses à prendre en compte, mais des choses que les gens ne peuvent pas savoir. Donc les jugements comme ça peuvent faire parfois beaucoup plus de mal que de bien. Bien sûr, et je pense que il y a beaucoup plus de sportifs qui devraient prendre cette initiative parce que quand on voit que ça touche en fait même les plus grands, ça touche tout le monde. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, Thierry Henry a arrêté sa carrière, mais il y a pas longtemps en fait, le 6 avril 2024, il a dit publiquement que tout au long de sa carrière, il était presque en dépression. Et je Ouais. le cite mot pour mot, quoi. Ouais, mais bien sûr. Bien sûr, et il explique pourquoi, il explique les soucis, et puis on a tous des soucis différents, et parfois, et comme je le dis, on le vit pas sur le moment présent, mais on le paye un peu plus tard, ou des choses comme ça, quoi. Donc ouais, c'est pas parce qu'on est bon et qu'on va bien, quoi. C'est juste qu'on est payé pour être handballeur, footballeur pro, pour être sportif professionnel, donc on essaie de faire notre boulot. Mais ça veut pas dire qu'on se lève le matin et que ce matin on a le sourire et qu'on va au monde des bisounours. Non, c'est qu'il y a des matins, pour tout le monde, c'est plus dur que d'autres de se lever et d'aller travailler, quoi. Bien sûr. Et je pense que c'est possible que ça soit aussi dû au fait que bah, quand tu es sportif, t'as des critères très hauts, que ce Mm. soit toi envers toi-même ou même les autres Oui, mais envers non. toi. Non, mais c'est ça, c'est ce que je disais. C'est souvent les sportifs pros se mettent une certaine pression déjà évidemment, sinon beaucoup ne seraient pas n'en seraient pas là actuellement. C'est qu'on a une énorme rigueur et envers nous-mêmes, mais que aussi ça dépend des sports. Je pense au football, ça doit être très dur parce qu'on a une pression médiatique qui est monstrueuse, une pression du grand public qui est monstrueuse et qui doit être très très dur à gérer avec des enjeux financiers qui sont monstrueux aussi. Donc ça doit être très dur à gérer et ça c'est une pression au quotidien comme ça, c'est pas facile à gérer. Nous on s'en sort bien parce qu'on reste quand même un sport beaucoup moins médiatisé que le hand et que on n'est pas à plaindre que le foot pardon, mais on n'est pas à plaindre. Mais moi en tant que sportif, je me mets à la place des footballeurs, mais ça doit être très dur à vivre. Ça doit être très dur à vivre parce que se lever le matin avec la pression de dire ah, si on n'est pas bon là, on va se faire incendier ou des choses comme ça, on va nous critiquer, bah, ça fait plaisir à personne, quoi. Et oui, mais surtout, bah, par exemple, en parlant de foot, cette saison avec le MHSC, bah, en fait, il y a surtout les joueurs où tu te dis, bah, quand eux ils rentrent dans le terrain et que après bah, ils se prennent une défaite, dans leur tête, peut-être ils vulgarisent ça, ils se disent, en fait, je suis payé pour gagner, je suis pas payé pour jouer, pourquoi je perds? Ah, on est payé pour performer, bien sûr. Après, tout le monde ne gagne pas. C'est le principe d'un championnat aussi. D'un championnat, il y en a qui peuvent finir premier et d'autres derniers. Mais c'est sûr que quand on est... Mais voilà, moi, je me réfère aussi au MHSC parce que le MHSC, c'est ma ville. C'est un club que je suis parce que c'est ma ville. Et que je supporte parce que ça reste aussi ma ville. Et je me mets à leur place. Je me dis, waouh, je suis joueur de foot là, du MHSC. Me lever tous les matins, ça va pas être facile. Et puis c'est là que le collectif doit être très très fort et parce qu'on sait qu'on va prendre de partout, de la presse, de la télé, des machins, des réseaux sociaux, que tout le monde va nous cracher dessus parce qu'on est dernier et qu'on n'est pas forcément bon. Mais là, il faut absolument que l'équipe reste soudée et soit très forte à ce moment-là et que les joueurs entre eux soient excellents, quoi. Soit excellent et soit hyper solidaire parce que dans ces moments-là, s'il n'y a pas ça, ça peut aller très vite, quoi. D'accord, mais moi je trouve que aujourd'hui, toi en tout cas, bah, t'as une carrière encore devant toi, mais t'en as aussi une très belle derrière toi. En zone de sélection, par exemple, près de 200 matchs et 9 médailles. Mais il y en a deux petites qui m'ont un peu titillé l'oreille. T'es chevalier de la Légion d'honneur et t'es chevalier d'ordre national du mérite. Est-ce Mm. qu'elles ont une estime un peu spéciale comme titre? Franchement, c'est une bonne question. Je peux pas trop dire. Oui, évidemment, parce que c'est pas rien, même si aujourd'hui peut-être que certains diront que ça a moins de valeur et que on a tendance à donner un peu à tout le monde ce genre de récompense, mais
mais tout le monde ne l'a pas, quoi. Donc ça veut dire que si je l'ai, c'est que je l'ai aussi mérité, quoi. Et franchement, ouais, en toute honnêteté, je n'ai même pas encore ma médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Je l'ai pas parce que au moment de la remise, c'était à Paris, moi j'étais à l'entraînement et je pouvais pas monter, donc je l'ai pas encore. Donc je l'ai pas exposé à la maison. Moi j'ai toutes mes médailles exposées à la maison, mais celle-là je l'ai pas parce que je l'ai même pas reçue. Donc, mais je viens de me dire, il faudrait quand même que je m'en occupe pour la récupérer. Mais oui, c'est évidemment. Oh, honnêtement, j'en parle jamais parce que j'y pense pratiquement jamais, mais c'est quelque chose que j'ai, que c'est un titre que j'ai et j'en suis très fier parce que c'est quelque chose de très beau, où, ça reste aussi une fierté d'être chevalier de la Légion d'honneur en France. Bien sûr, mais c'est vrai que, mais j'en parle jamais quoi, parce que je l'oublie. Mais c'est très bien. Tout à l'heure, tu nous as fait un peu ton portrait de enfant. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que tu penses s'il en pensera aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait prédit que tu sois grande valeur comme ça? Qui Toi, enfant. Moi, enfant, jamais de la vie. Jamais de la vie. Encore une fois, moi, le handball, pour moi, quand j'étais jeune, c'était qui je vais jouer le week-end dans le match départemental, quoi. Et comme ça, on allait jouer les voisins qui étaient à 5 km. Ah, les gars, il faut gagner. Pour moi, c'était ça le handball. J'ai jamais regardé le handball à la télé parce que j'avais pas de chaîne et je savais même pas qu'il y avait du handball. Je savais même pas qu'il y avait limite un championnat de première division. On arrivait au vestiaire. Aujourd'hui, tous ont le portable, regardent le flash score, les trucs, les résultats de la Ligue 1, les trucs, les machins, et ils ont tous. Mais moi à l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas les smartphones, on n'avait pas les résultats, on discutait jamais de foot. Aujourd'hui, je suis un des premiers à faire mon petit gazon, les trucs de foot, de suivre les résultats, de Ligue des Champions, et tout ça. Mais à l'époque, jamais, je regardais jamais de sport à la télé. Pour moi, le sport, c'était avec mes potes le mercredi après-midi et le week-end, quoi. C'est tout. Donc jamais le Valentin gamin, il aurait prédit que j'allais avoir cette carrière et ce palmarès. Et tu lui aurais donné quoi comme conseil à ce petit Valentin? Peut-être je l'aurais mis en garde sur justement. À la fois, je l'aurais mis en garde sur ce qui peut arriver, et on revient un peu au truc mental et à la question du mental, des choses comme ça, mais à la fois non, parce que si j'avais pas eu cet état d'esprit qui m'a coûté cher là, mais si je l'avais pas eu à l'époque, si je m'étais pas forgé un peu ce caractère et cette coquille là, cette carapace, ben, j'en serais pas arrivé là non plus. Donc honnêtement, j'aurais peut-être pas dit grand chose parce que il faut apprendre de ses erreurs, et il faut aussi se gérer. Et je pense que je l'aurais laissé faire sa propre expérience et vivre ses propres erreurs et trouver ses propres solutions, en sachant qu'il allait y avoir quelques soucis. Les tatouages, c'est quelque chose que tu voulais depuis enfant? Non plus, c'est quelque chose qui arrivait comme ça, c'est quelque chose que mon père détestait, tu leur dis qu'il détestait et tout. Après, on fait ce que disent nos parents de faire, hein. C'est comme ça, sauf que voilà, je grandis, à un moment j'arrive, j'ai 20 ans, 21 ans, 22 ans, ben, je fais ce que je veux un peu de ma vie, quoi. Donc si je décide de le faire, bah, même si mon père n'est pas forcément très content sur le moment, bah, sur ce coup-là, je m'en fiche un petit peu, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien, je trouve ça beau, et ben je le fais, voilà. Aujourd'hui, il me fait pas la tronche, hein. C'était dur. Ça n'a pas été dur non plus, mais j'étais pas hyper fan du projet. Mais aujourd'hui, je pense que bah, ça fait tellement longtemps maintenant qu'il me connaît comme ça, et pour lui, ça lui paraît normal. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a plu sur le tard, et du coup, bah, je me suis laissé tenter. Aujourd'hui, le sport a pris une nouvelle tournure en termes d'âge parce que on a de plus en plus de sportifs très tôt qui sont professionnels, surtout pas mal dans le handball, mais dans tous les sports un peu. Euh, Moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui vont avoir 16-17 ans et qui vont jouer dans leur petit club de village, qui vont peut-être très bien jouer, mais qui vont se dire que c'est trop tard pour atteindre le grand niveau. T'as quoi un peu comme mot à leur dire? Bon, moi, ça me fait peur un peu tout ça. Moi, j'ai mon beau-père qui est éducateur de foot, par exemple, qui entraîne des jeunes.
entre 12 et 15 ans. Et aujourd'hui, le monde, la société a changé et le monde du sport a changé. Et moi, je l'ai connu, voilà, je l'ai connu à partir de 2008. Je l'ai vu évoluer en 10 ans, ça a changé du tout au tout, quoi. Et aujourd'hui, les gens sont un peu bouffés par ce qu'on voit à la télé, les sommes qu'on entend, les trucs comme ça. Et du coup, ils ont cette tendance à se dire, bah, mon fils, du coup, ça va être pareil. Et parfois, c'est souvent comme ça, c'est souvent la famille ou les parents qui mettent un peu la pression ou qui pensent que de suite ils sont arrivés, ou même un jeune qui est le champion un peu du quartier va dire bah c'est bon, je suis le nouveau Cristiano Ronaldo, je suis le nouveau Léo Messi. Et en fait, je trouve qu'on en perd un petit peu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire juste le plaisir, le plaisir juste de jouer, de s'amuser en fait. Et qu'on est de suite dans le... On peut pas dire un gamin de 12 ans, 13 ans qui est un peu bon, bah franchement c'est bon, t'es bon, t'as fait une bonne année, tu vas être pro, tu vas gagner des millions, tu vas des trucs. Et ça c'est tout ce qu'il faut pour dégoûter un gamin. Je pense que il faut laisser le jeune ou la jeune faire sa propre expérience, s'amuser surtout. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, on va nulle part. Et le laisser faire et pas mettre la pression et voir où ça nous mène, quoi. Mais si on part dans l'idée de suite de dire je vais faire ça pour être pro, pour gagner ma vie, pour faire ci, pour ça et pour être le meilleur, bah souvent on va vers des déconvenus parce que encore une fois c'est un milieu où il y en a beaucoup qui veulent y arriver et il n'y a pas beaucoup de place non plus, donc on va vers des déceptions. Donc non, j'aurais plutôt tendance à prenez votre temps, juste faites-vous plaisir, profitez de votre jeunesse à jouer avec vos potes parce que c'est là qu'on crée nos meilleurs souvenirs de jeunesse. Mais par contre, et après, arrivé à un certain âge, là, vous pourrez penser qu'il y a peut-être un truc en plus à faire et tout, mais ne brûlez pas les étapes, quoi. C'est pas parce qu'on met un but ou deux le week-end contre une équipe que ça y est, on va être le nouveau Cristiano Ronaldo et qu'on va être exceptionnel. Donc, et qu'on va avoir une carrière énorme. Ça va pas aussi vite. C'est un voyage long, périlleux, compliqué, et ça se fait pas comme ça, quoi. Toi, t'es plutôt Cristiano ou Messi? C'est une bonne question. Alors, le problème, c'est que c'est dur à juger pour moi qui respecte énormément tout le monde et qui respecte ces grands sportifs parce que c'est deux monstres de leur sport. Et en étant sportif pro, je sais à quel point c'est dur d'être très fort tous les ans et très performant. Et eux l'ont été pendant des années, eux le sont encore en plus, c'est ça qui est fou, même à 40 ans lui. Mais c'est dur de juger parce que j'ai besoin de connaître aussi la personne, parce que moi j'attache beaucoup d'importance, pas qu'aux performances, mais aussi à l'état d'esprit, à l'humain, quoi. À l'humain, et donc je pourrais pas juger plus que ça par rapport aux performances, donc je pourrais pas donner une préférence. J'aimerais bien, il faudrait que j'ai une heure avec une journée avec une journée avec l'autre, et là je pourrais dire ok, lui il a quand même un état d'esprit, parce que bon, encore une fois on voit des trucs à la télé, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, des choses comme ça. Je me méfie aussi, il faut se méfier des réseaux et des médias, parce qu'on n'a pas forcément la vérité qui est toujours dite ou pas comme on l'imagine, quoi. Donc non, ça je peux pas juger. Bah, écoute, si un jour, par la magie du monde, on arrive à les Ouais, avoir, c'est ça. je te passerai un Je petit coup de viendrai avec fil. plaisir, c'est gentil. Prenez-moi, les gars. Mais quelque chose me dit que j'ai le temps. C'est sûr. Mais toi, aujourd'hui, j'ai entendu parler que tu faisais un peu de sport du coup aussi à côté, un peu Mm. de golf, un peu de paddle. Mm. Ça se passe comment au paddle? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Parce que j'adore ce sport. Même si j'ai fait un peu de tennis, je viens pas quand même du sport de raquette, donc c'est un peu plus compliqué pour moi techniquement par rapport à d'autres. Mais j'ai d'autres qualités qui sont très bien. Mais en tout cas, je me régale dans ce sport et je suis loin d'être mauvais, quoi. J'ai un truc. Alors, évidemment, c'est pas mon boulot numéro un, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour jouer. Mais quand je joue, je me régale. Et j'essaye c'est comme tout ce que je fais, quoi. Quand je joue, j'essaye d'être le meilleur. Mais c'est quelque chose, je pense, c'est un sport qui, après ma carrière, que je ferai beaucoup plus et j'essaierai d'atteindre le meilleur niveau possible. Donc ça, c'est top. Le golf, c'est pareil. Le golf, c'est différent parce que j'ai conscience que si on veut progresser au golf, maintenant je connais quand même bien ce sport, si on veut progresser au golf beaucoup, il faut s'entraîner.
Encore une fois, j'ai pas énormément de temps. Moi, quand je joue au golf, c'est pour m'éclater, jouer avec mes potes, toujours en compétition évidemment, hein, avec une petite compète, mais en tout cas, c'est pour jouer. Hein. Je vais pas aller prendre mes clubs et aller jouer 2 heures à m'entraîner, à faire des trucs pour être un peu meilleur. Non, moi, je veux juste m'éclater, quoi. Moi, j'ai entendu quand même que t'étais pas mal au paddle. J'ai entendu parler d'une demi-finale Pessan, c'est ça? Oh là, non, oulala, non, j'ai gagné beaucoup de tournois. Hein. J'ai gagné des 250, j'ai gagné des 500. On est rentré en tableau d'un P1000. Même. Non, 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 on a. Quand je joue avec Rémi Desbonnets, partenaire en club, on est capable de faire chier beaucoup l'équipe et on a battu beaucoup de joueurs classés dans les 150 meilleurs français, quoi. Donc non, non, Ok. on a un bon petit niveau. Non, un bon petit Ah, parce que moi, je crois que du coup, j'ai raté un épisode. Parce que moi, je me rappelle d'une demi-finale Pessan avec ton collègue volleyeur. Oula, oh là, ça Je c'est suis un vieux, ancien, moi. ça c'est très vieux. Bah évidemment, ça c'est à mes débuts, ça c'est à mes tout débuts du paddle, mais comme tout, hein, je progresse très vite et aujourd'hui il y a eu beaucoup de titres dans pas mal de tournois et je me régale, quoi, je me régale. Ah bah, viens pas trop dans le milieu du podcast, je vais le faire trop Non, comme non, ça. non, t'inquiète pas, ça je te laisse, ça c'est mon truc. Et du coup, t'as dit que tu pourrais par exemple envisager de continuer à jouer le paddle plus tard. Euh, Est-ce que ça serait comme carrière principale ou tu ferais aussi d'autres choses à côté? Non, ça serait pas une carrière principale, mais ça serait vraiment un, un truc parce que moi je me vois pas demain quand j'arrêterai ma carrière pro, je me vois pas arrêter le sport complètement. Je suis trop piqué par le sport pour arrêter si physiquement. En plus, je tiens encore la route. Je pourrais pas arrêter le sport, donc il faudra que je trouve autre chose que le handball. Donc le paddle serait une très bonne alternative, le golf également. Enfin, peut-être autre chose. Hein, pourquoi pas refaire du tennis, des choses comme ça. Enfin, essayer d'autres trucs, ça serait fantastique. Après, j'ai conscience que c'est pas le paddle qui me fera vivre, hein, donc il faudra que j'ai d'autres cordes à mon arc, et notamment un métier que j'aurais choisi et qui me plaira. On arrive à la fin. C'était un plaisir de t'avoir. Bah, Franchement, top, partagé. j'ai adoré. Et bah écoute, on te souhaite bon courage, mais j'allais dire bonne chance, mais t'as pas besoin de chance. Non, il me faut plus de courage. Et Bon bonne courage, santé, surtout. bien sûr, pour la suite. Et à vous aussi, hein, bon courage pour votre continuation. Merci beaucoup.